Soyez les bienvenus sur Global Africa Télé Sud. Très heureux d'être en votre compagnie en ce lundi 4 mai 2026. On l'espère pour vous qu'il se passe très bien. Aujourd'hui, Afrofoot, on va parler encore une fois du Sénégal et du Maroc. Mais cette fois-ci, on va parler à travers donc le Mondial 2026 qui arrive. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est le Sénégal peut-il faire mieux que le Maroc ? On se souvient bien que le Maroc a atteint les demi-finales en 2022. On y revient dans quelques instants. Juste avant, je vais saluer mes compères ici présents. Stéphane Sorendo, comment ça va? Bonjour Malik, bonjour à tous, ça va très bien. La forme? Ça va, la forme. Alors, deuxième partie de l'émission, Cash Chrono, tu vas nous parler de quoi? Je vais vous parler premièrement du prix Marc-Vivien Foé 2026. Puisque, très bonne idée. Puisque justement, on arrive dans la nomination des 3 finalistes lors de la cérémonie qui aura lieu à partir de demain. Et donc ça, c'est mon premier Cash Chrono. Et le deuxième Cash Chrono, c'est un peu plus complexe. En gros, ça concerne des joueurs qui ont eu la binationalité aux Pays-Bas et qui se sont retrouvés à jouer des matchs sans pouvoir être en justesse avec la loi néerlandaise, comme s'ils avaient changé totalement de nationalité. Une affaire de passeport. Exactement, une affaire de passeport. À suivre dans quelques instants. Stéphane 1, le site 433 se porte bien? Ouais, très bien. Comment ça va? Très bien, ça va. Monsieur PSG qui me fatigue en off tout le temps. Grande forme. Monsieur Paris Saint-Germain, tu me fatigues Stéphane. Hein? Passionné que tu es. Ouais, journaliste, supporter un peu? Ouais, non, d'abord supporter et après journaliste. Ah, mais ça c'est grave. Ah oui, c'est très grave ça. Non, bah, désolé, je l'ai déjà dit, je suis à 10 ans, j'étais supporter du Paris Saint-Germain. C'est pas parce qu'à 20 ans, je fais un métier de journaliste que je vais changer d'amour pour un club, quoi. Bon, merci pour ça, en tout cas, pour cette franchise. Dans ton Cash Chrono, tu vas évoquer quel sujet, Stéphane? Bah moi, je vais vous parler de Boadi, le jeune Lillois, là, qui a toujours pas... ça fait maintenant, ça doit faire pratiquement 1 an et demi que le président de la Fédération royale marocaine a annoncé avec certitude qu'il va porter le maillot du Maroc, et puis qu'il n'a toujours pas choisi, en fait, et on est à 1 mois de la Coupe du Monde, et il a toujours pas choisi sa sélection. Donc, je vais vous parler de ce cas si particulier. Ah, tout de suite. C'est pas si particulier que ça, finalement, parce qu'on en a pas mal, des binationaux. Oui, on mais arrive lui, avec toi. Ça dure, c'est un feuilleton. Lui, ça dure, ça devient vraiment un feuilleton, quand même. Donc, à suivre dans quelques instants. Désiré, comment ça va? Ça va très bien. Monsieur Camara, comment ça va? 11 mondial se porte bien? Ouais, ça se porte bien. D'ailleurs, je profite, je vais montrer la une de 11 mondial, là. Allez-y, lire tous les articles, c'est le dernier numéro. Ils ont choisi leur camp. Ah oui. Oh, tu aurais voulu qu'on mette le Paris Saint-Germain, c'est ça? Comment ça va, Désiré? Ça va très bien, et puis j'en profite comme on fait la pub du magazine, que j'ai réalisé, comme je le disais lors de mon dernier passage, une interview avec Moustapha Beau. Vous pouvez retrouver l'interview en intégralité sur le site YouTube, sur la page YouTube du média. Donc je vous invite à découvrir cette interview. Moustapha Beau, défenseur central, le nouveau capitaine du PFC. Et oui, avant-hier, il avait le brassard. Il avait le brassard de capitaine. Et Moustapha Beau qui attend toujours sa première sélection avec les Lions de la Teranga. Voilà. On va regarder ça aussi de très près. Et puis on vous invite justement à regarder l'interview menée par Désiré Camara sur le site de 11 mondial, donc du côté de YouTube. C'est bien ça. Il fallait bien un footballeur parmi nous, les amis. Ex-international gabonais. Armand Ossé, comment ça va? Je vais très bien, Malik. La forme? Toujours la forme, chaque fois que je suis là avec mes amis. Stéphane au carré. Merci d'être là, les amis. Tout de suite et maintenant, on va partir pour le débat qui s'annonce, ma foi, assez intéressant. Face au débat, le Sénégal peut-il faire mieux que le Maroc? Le Mondial 2026 approche et une question brûle déjà toutes les lèvres. Le Sénégal peut-il faire mieux que le Maroc? Aujourd'hui, les Lions de l'Atlas sont au sommet donc, du football africain, numéro 1 au classement FIFA, une demi-finale historique au Mondial 2022 et même un statut de champion d'Afrique en attente de validation définitive donc, du TAS. Sur le papier, le Maroc semble avoir pris une longueur d'avance sur tout le continent. Mais attention, le Sénégal n'a pas dit son dernier mot. Une génération solide, expérimentée, capable de battre le Maroc sur le terrain lors d'une finale de CAN, preuve que l'écart est loin d'être insurmontable. Entre puissance collective, expérience mondiale et rivalité directe, les lignes peuvent encore bouger. Alors les amis, la vraie question aujourd'hui, Mondial 2026, est-ce que le Sénégal peut faire mieux que le Maroc? On le rappelle encore une fois, le Maroc a atteint les demi-finales. Et aujourd'hui, ce sont les 2 meilleures équipes africaines. On est bien d'accord là-dessus. Stéphane, je vais commencer par toi. Bah moi, clairement, non.
Clairement non, parce que faire mieux que le Maroc, ça voudrait donc dire aller en finale. Et je vois absolument pas le Sénégal aller en finale de la Coupe du Monde, déjà, pour commencer. Il y a beaucoup d'équipes, on disait 48, peut-être 47, mais pour l'instant, en tout cas, 48. Et c'est une compétition... Quand tu dis peut-être 47, pour nos téléspectateurs, tu parles de la participation de l'Iran. De l'Iran. Ou pas, voilà. C'était une parenthèse. Officiellement, l'Iran... Donc je te laisse enchaîner, s'il te plaît. À la Coupe du Monde. Mais c'est une compétition qui est longue, avec quand même beaucoup de matchs, beaucoup de pression, et je sens pas, en tout cas pas le groupe sénégalais qui est prêt à aller au bout, à gérer cette tension, cette régularité dans les performances jusqu'au bout. Puis déjà, je sens pas le groupe sénégalais, mais c'est aussi que c'est quand même extrêmement difficile que de jouer une finale de Coupe du Monde, quoi. C'est très très compliqué, quoi. Donc je pense que la performance du Maroc était déjà exceptionnelle. Je ne remets pas du tout en cause le niveau de l'équipe, mais peut-être aussi le banc touche, la rotation. Il n'y a peut-être pas assez de joueurs capables d'évoluer dans cette équipe pour qu'elle soit toujours au sommet, quoi. Désiré. Alors, moi déjà, je vais apporter une nuance sur ce qu'a dit Stéphane. C'est-à-dire que quand il a dit que faire mieux que le Maroc, c'est aller en finale. Je vais vous dire non. C'est aussi aller en demi-finale. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le Maroc a joué le match pour la 3e place contre la Croatie et l'a perdu. Ça veut dire que le Maroc a terminé 4e. Donc si, admettons, le Sénégal atteint le dernier carré et remporte le match pour la 3e place, de fait, le parcours sera meilleur que celui du Maroc. Ouh, ça c'est un tacle, à la gorge. Ensuite, c'est une précision. Non, mais c'est un beau tacle, quand même. Ensuite, il est vrai que la tâche ne sera pas simple, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'en plus que là, il y a 48 équipes, il y aura des 6e de finale. Et il y a un truc à préciser encore une fois, c'est que le Sénégal, selon moi, est dans le groupe de la mort. Il faut vous rappeler qu'il y a la France et la Norvège, ainsi que l'Irak. Mais on sait qu'on peut se qualifier en étant 3e. Et si on est 3e, par exemple, parmi les meilleurs 3e, on ne sait pas qui on va affronter lors des 16e de finale. Et ça peut être un premier groupe d'un autre groupe qui, normalement, sera une sélection forte. Donc, selon moi, ça va être compliqué parce qu'il faut déjà savoir à quelle position va se terminer le groupe du Sénégal, de la France de l'Irak ainsi que de la Norvège pour déjà déterminer et voir qui ils vont affronter. Parce que c'est vrai que une fois qu'il y a une grande affiche dès les 8e de finale ou dès les 6e de finale, ça peut compromettre aussi une suite de parcours. Maintenant, concernant la dynamique du groupe, même si la décision du jury d'appel de la CAF a donné au Maroc l'attribution de la victoire de la CAN, le Sénégal reste, hormis cela, sur une série impressionnante de matchs sans défaite, a montré quand même des choses très positives dans le jeu et dans la dynamique pour aller le plus loin possible. Donc, moi, je pense, en tout cas, je ne sais pas si le Sénégal va atteindre le dernier carré, mais que s'il y a une équipe africaine en dehors du Maroc qui peut rééditer l'exploit, c'est bien le Sénégal. Armand Ossé. Oui, moi je pense qu'avant de parler, selon le sujet du jour, est-ce que le Sénégal peut faire mieux que le Maroc ? Je pense simplement il faut déjà... comment dirais-je, je cherche mes mots. Quelle équipe plutôt africaine a la meilleure combinaison pour pouvoir justement faire un meilleur parcours ? C'est la question qu'il faut, pour moi, je poserai. Donc, d'emblée. Si pour répondre en préambule, en introduction sur cette question qui mérite d'être vraiment... qu'on puisse rentrer en profondeur, je dirais que le Sénégal, comme vient de le dire Dez, a des arguments techniques solides. Le Maroc, quant à lui, a une longueur d'avance parce qu'elle a déjà réalisé à ce niveau de la compétition et sur des arguments plutôt structurels et de continuité. Et moi, je dirais que la question reste ouverte. Et je pense que on va argumenter tout à l'heure. Je pense que le Maroc est bien parti pour être... On est déjà dans les argumentations. Oui, mais je dis toujours, moi je commence tout doucement. Je monte en puissance après. Le diesel, donc, il a du mal à chauffer. Moi, je suis un diesel. Donc, je situe, je pose d'abord le
le point important pour moi, c'est que le Maroc est le meilleur candidat à lui-même, même si le Sénégal a des arguments techniques solides. Voilà. Moi, j'aimerais même aller encore plus loin. Est-ce que, pour avoir vu le Maroc faire demi-finale en 2022, pour avoir vu le Sénégal et le Maroc s'affronter à la finale de la CAN, j'irais même encore plus loin, je dirais, mais si jamais on a une équipe africaine qui ne fait pas mieux que le parcours du Maroc en 2022, est-ce que le parcours d'une équipe africaine comme le Sénégal, avec les attentes qu'on a sur le Sénégal ou sur le Maroc, est-ce que ce parcours-là serait un échec? Il y a aussi cette vision-là à avoir, parce que lorsqu'on regarde le parcours du Maroc, pour beaucoup, c'était un exploit d'aller aussi loin. Et d'ailleurs, tu l'as très bien rappelé, Désiré, notamment lorsqu'ils sont arrivés en demi-finale. Ils ont perdu la demi-finale et ils ont perdu le match pour la 3e place. Donc, en soi, il y a aussi cette question des attentes à gérer pour les nations africaines, notamment les deux... On part du principe que ce sont les meilleures nations africaines. Oui. Et au classement FIFA et sur le terrain, on l'a tous vu. En plus, ce sont les deux équipes qui ont été finalistes de la dernière CAN. Tout à fait. Et c'est pour ça que je veux aussi qu'on mette cette donnée-là en avant, puisqu'on attend ces deux nations au minimum en 8e, voire en quart de finale. Oui. Et si jamais les deux équipes, ou l'une des deux équipes n'atteint pas ce stade de la compétition, est-ce que leur parcours serait considéré comme un échec? Pour moi, je ne pense pas, parce qu'on est quand même sur un mondial à 48 équipes. Peut-être 47, mais 48 équipes, c'est énorme. Est-ce que ça ne rend pas le mondial justement davantage ouvert et de fait donne beaucoup plus de possibilités aux équipes africaines, une fois de plus, pour aller même au-delà de cette demi-finale qu'a connue le Maroc? Et pas forcément africaine. Pas forcément africaine. Des équipes, non, mais là, comme on est dans l'afro-foot, bien sûr. On prêche pour notre paroisse. Bien sûr, évidemment. Mais je veux dire, tu l'as bien rappelé, ça peut ouvrir des perspectives sur des équipes auxquelles on ne pensait pas aller aussi loin dans la compétition. Si ça touche une équipe africaine comme le Maroc, le Sénégal, ou même d'autres, comme l'Algérie, comme la Tunisie, peu importe, pourquoi pas? Mais il faut aussi se poser la question est-ce que, dans le cas où le Maroc ou le Sénégal ne vont pas aussi loin que ce qu'on attend, est-ce que leur mondial sera un échec ou pas? Pour moi, je ne pense pas. Après, tout va dépendre aussi des adversaires, du contenu, de la dynamique ou pas. Oui, c'est ça que je voulais dire, moi, c'est que vous dites ça va créer ça va ouvrir plus la compétition. Moi, j'aurais tendance à dire que ça va aussi créer plus de dangers, comme l'a rappelé Désiré. Il y a introduction des 16e de finale quand même là, et on sait très bien, nous tous, pour en parler déjà souvent, ou pour avoir pour certains une expérience de haut niveau de foot, que dans un match de foot, tout peut se passer, quoi. Donc ça veut dire qu'un match à élimination directe en plus, pour n'importe quelle équipe, c'est un risque de se faire sortir en plus. Et c'est surtout pour aller en finale, 16e, 8e, quart, demi, gagner déjà 4 matchs à élimination directe de suite, quoi. Donc tout ça pour dire que quand je crois le Maroc, par exemple, qui a été en finale... qui a même gagné au jour où on se parle la compétition, s'est qualifié au tir au but, est passé au tir au but. Donc on sait pas, c'est un peu des fois la loterie, on ne sait pas, ça fait un risque de plus, quoi. Donc il va falloir que les équipes qui vont arriver dans le dernier carré, qui vont aller au bout, vont devoir être très 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 solides, quoi. Donc je pense que c'est ce qu'on oublie un peu. Moi je pense aussi, vraiment pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, que... Ça y est, il est prêt. Voilà. Pour rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il faut, comme je l'ai dit en préambule, quelles sont les meilleures nations africaines qui ont d'un côté la structure, de l'autre côté la complémentarité, la structure et le côté technique. Aujourd'hui, ils sont capables de faire face à cette Coupe du Monde de manière assez intéressante pour le continent. C'est encore le Maroc et le Sénégal. Quand vous posez la question, on revient sur les deux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on l'a vu récemment sur une régularité au très haut niveau. On va parler du Sénégal qui a montré sa capacité à pouvoir atteindre une compétition, une grande compétition ou plusieurs. On va parler d'abord de la dernière CAN qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire. Dans le contenu qu'ils ont fait, même ils ont été éliminés, ils avaient quand même une bonne représentativité, ils étaient là. Ils sont dans une continuité, ils ont des joueurs qui sont rodés à ce niveau-là. Au niveau même de la gestion des équipes, des entraîneurs, c'est un ensemble de choses. Ils sont habitués, ils ont des joueurs cadres qui sont... Voilà. La question, justement, qui est un peu en leur défaveur, c'est de pouvoir, à ce niveau, être régulier au niveau des performances, de très hautes performances, sur le point de vue même attaque.
Est-ce que les attaquants aujourd'hui qui font les beaux jours de cette sélection sont capables de réitérer ces exploits-là à ce niveau de la compétition? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. La deuxième question, on a beaucoup plus de certitudes. Je reviens. Pourquoi j'ai dit au niveau structurel, il n'y a pas que structurel ce que le Maroc a fait. Parce qu'ils ont une construction qui est structurelle avec le côté technique et une continuité. Ce n'est pas qu'aujourd'hui. On l'a vu. Ça fait un bon moment qu'ils le font et qu'ils l'ont prouvé déjà à ce niveau-là. Donc, ils sont capables, pour moi, s'ils sont concentrés sur le sujet, sur cette compétition, de pouvoir aller plus loin. Je ne dis pas qu'ils vont refaire le niveau, atteindre le niveau de la demi-finale comme ils l'ont fait l'année dernière, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, dans une compétition, pour moi, c'est ce qu'on regarde. Quelle est l'équipe la mieux armée sur plusieurs aspects? Il y a l'aspect terrain, mais il y a l'aspect organisationnel, la gestion interne aujourd'hui. Pour moi, le Maroc, encore aujourd'hui, est son propre succès, est bien placé pour être son propre succès à ce niveau-là. Justement, le statut du Maroc aujourd'hui, il repose sur son classement FIFA ou plutôt sur la réalité du terrain désiré? Les deux. Les deux, tout simplement. Bah oui. Et moi, je voulais aussi rajouter quelque chose, c'est que lors de la précédente Coupe du Monde, le Maroc a atteint certes le dernier carré, mais maintenant, les équipes africaines sont attendues. Pas seulement par rapport aux supporters, mais aussi par les autres pays. Donc là, maintenant, les autres nations vont se méfier des nations africaines. Et on voit depuis un certain temps comment le Sénégal et le Maroc montent. Et donc, l'effet de surprise ne prendra plus. Ce qui veut dire que maintenant, quand une équipe va affronter le Sénégal et le Maroc, eh ben, ces équipes-là seront prises au sérieux. Ça voudrait aussi dire que donc ça sera plus compliqué. Oui, bien sûr, on est en Coupe du Monde. Hein. Oui. C'est jamais facile une Coupe du Monde. Donc quand on va en une Coupe du Monde, on va étant prêt. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y aura de l'adversité. Donc on doit être prêt techniquement à faire face à l'adversité. Donc même si on est bien attendu, ça veut simplement dire, c'est pourquoi je reviens encore sur les aspects techniques, on a des certitudes avec le Sénégal dans le plan de jeu. Sur le côté défensif, des joueurs au milieu de terrain qui sont bons, qui sont capables de jouer sur différents styles de jeu, hein, de presser, de contenir l'adversaire, avec des attaquants qui sont capables de faire la différence. Mais après, ce que je l'ai dit tantôt, est-ce que ces joueurs-là, dans une compétition majeure comme celle-là, quand ils sont entendus pour aller dans ton sens, ils seront capables d'être là? Ça, c'est la question. Oui, oui. D'accord? Et quand je dis encore, on reste factuel. Oui. Le classement FIFA, aujourd'hui, le montre. Le Maroc n'est pas en tête par un problème parce qu'ils ont... Voilà, c'est le terrain qui leur a mis là. Bien sûr. Donc, et nous, on le voit très bien, on le dit sur le plan continental, quand on regarde la structuration. On a vu la dernière CAN, il y a eu des incidents, ok. Mais quand vous regardez ce que le Maroc nous a produit en termes d'organisation, de structure qu'ils ont, et même sur le plan de jeu, on voit très bien qu'il y a une continuité. Il y a un petit bémol, l'entraîneur a cédé sa place, mais c'est une continuité, il était là. Il connaît la maison. Oui, il était avec les jeunes. C'est pourquoi moi je parle de continuité. Donc pour moi, il n'y a pas de cassure. C'est une continuité. Et sur le plan du jeu et des joueurs, ils en ont. Donc maintenant, on va un tout petit peu attendre, voir ce qu'ils sont capables de faire. Et je vais finir un tout petit peu, Stéphane, c'est que maintenant, hormis ces deux équipes-là, qu'on sait qu'elles sont les locomotives, quelles sont les autres nations On en arrive. qui sont capables? On en arrive. Ah, ça y est, il est chaud. Hein. Stéphane. Je voudrais juste recentrer la question exacte, en fait. La question, c'est est-ce que le Sénégal peut faire mieux en 2026 que ce qu'a fait le Maroc en 2022, ce que moi, je pensais être la question, ou est-ce que le Sénégal est plus fort que le Maroc en arrivant à la Coupe du Monde? Parce que ça, c'est un petit peu le débat ton débat, c'est un petit peu de ça que tu parles. Je veux dire, est-ce que là, on est là pour comparer les deux sélections? On est là pour évaluer les deux chances africaines. On peut partir de l'idée que ce sont les deux meilleures nations africaines donc, au classement FIFA et deux derniers finalistes au niveau donc, de la dernière CAN. Donc l'idée aujourd'hui, c'est quelles sont les deux meilleures chances, on peut retourner la question de cette façon, quelles sont les deux meilleures chances africaines pour bien représenter le continent au niveau donc, de ce mondial c'est déjà 2026. Après, on va, dans un second temps, parler des autres pays qu'on pourrait qualifier d'outsiders, si vous voulez. Il y a un gros bémol quand même pour le Maroc, selon moi, quand même, c'est justement le sélectionneur. C'est-à-dire que, aussi bon soit-il,
il n'a aucune expérience des grandes compétitions internationales au niveau des seniors, entre guillemets, hein, parce qu'il a gagné la Coupe du Monde U20. Mais il a un grand Mohamed Wabi. Ouais, Mohamed Wabi. Il a une grande expérience. Il y a à nouveau, donc on va voir combien il va y avoir de joueurs U20 dans sa liste. On va voir après combien il va y avoir de joueurs U20 avec un rôle intéressant, important dans son équipe. Je veux dire, c'est plein de questions, plein d'interrogations, quoi. Je pense que c'est ce qui peut un peu nuire. Le Sénégal, c'est la profondeur d'effectifs, selon moi, et le Maroc, c'est justement la ligne d'expérience de son sélectionneur, quoi. Mais est-ce que l'ancien coach, il était Regragui en Coupe du Monde, il avait de l'expérience? En 2022, tu veux dire? Oui. Il avait de l'expérience que sur le sol, enfin que en club, quoi. Tu vois, c'est pourquoi moi je dis, Oui, non, pour moi c'est pas un bémol. Mais bien pour sûr. moi c'est une cuisine. En fait Mais c'est il a déjà l'expérience internationale lui avec ses U20, même si ce n'est pas international, c'est international. Non, mais Après il y a une question de niveau aussi, mais c'est quelqu'un qui a la connaissance de l'intérieur. Je suis tout à fait C'est d'accord. très important Mais à ce niveau, au niveau de la gestion d'accord, humaine. mais ça n'empêche pas que ça met quand même pour moi un barrage supplémentaire à franchir. Mais ça n'empêche pas. Je vais prendre quelque chose de très actuel. Quand Habib Beye est parti prendre l'Olympique de Marseille, tout le monde a dit il n'a pas d'expérience, il n'est pas prêt et tout ça. Et il y en a beaucoup à côté qui ont dit oui, mais il y a plein de coachs qui sont arrivés dans des clubs en ayant très peu d'expérience et qui ont réussi. Ouais, déjà, c'était une erreur. Non, mais parce que c'est là, ce que tu dis là, il n'y a pas de rapport avec ça. Parce que c'est pas la même chose. Tu peux réussir, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux réussir dans un club ou dans une sélection à très haut niveau sans avoir d'expérience, mais c'est plus compliqué de réussir dans un club ou dans une sélection quand tu n'as pas d'expérience que quand on a. Non, Donc, si c'est pas pareil. Wabi, il n'a pas d'expérience, c'est tout. Oui, Voilà. je suis d'accord. Mais après, c'est là où je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Et on l'a dit tout à l'heure avec Regragui, il est allé en Coupe du Monde, il a été demi-finaliste de la Coupe du Monde. Ce qui est important, c'est la confiance des vestiaires quand on est coach. L'expérience qu'on a dans une sélection nationale n'est pas la même qu'on a en club. La gestion du club. Non, je suis d'accord avec toi. Tu as pris un exemple sur Habib Beye, Ouais. Marseille et tout. Moi, je ne sais pas, c'est pas le bon exemple. Ce que je voulais simplement dire, dans ce que j'ai dit au départ, j'ai parlé de structure en parlant de Maroc. J'ai parlé de structure. Dans la structuration de la sélection marocaine, justement, il en fait partie, le coach. Il est issu de l'interne, c'est-à-dire qu'il a vécu avec tous ces joueurs-là. Et il va même injecter. Pas tous, hein, parce que c'était les U20. Certains, on va dire U20. parmi les meilleurs. On les injecte. Oui, on Quand les je dis injecte. un ou deux. Il est capable. Donc, il maîtrise déjà la cuisine interne d'une sélection qui, pour moi, est stable. C'est pourquoi je n'ai jamais mis en doute le changement de sélectionneur. C'était un choix logique. C'est un choix logique. Non, je ne mets pas sans doute. Je dis simplement que c'est aujourd'hui. Pourtant, ça peut être un bémol. Ouais, justement, exactement, son ouais. inexpérience Oui, au bien très- sûr, on peut l'accepter. hein, au mais- très, très, Et, très haut et- niveau. très bien. et aussi le Sur- fait de prendre quand même en cours une sélection, même si certes il était Ouais, avec les jeunes. oui, parce que là, il arrive il pas arrive dans le maintenant, c'est compliqué. Moi, je Quelques suis pas mois quand même. surpris de voir un mondial. Maroc s'arrêter en 8e ou en quart de finale et poser les bases et être, Et même- être présent plutôt dans les prochains. Et même mentalement, il faut voir Ouais. aussi comment les joueurs sont, parce que certes, même si rétroactivement ils ont été maintenant champions d'Afrique, mais c'était un choc psychologique le fait de vivre sur le moment, de ne pas remporter la compétition à domicile. Donc je ne sais pas aussi dans quel Ouais, mais état ils sont aujourd'hui. ils peuvent utiliser ça aussi pour justement- être revanchards, non Sur le Machin plan aussi, mental, oui. ça peut la booster plutôt le fait qu'on leur a attribué sur le papier et qu'ils ne sont pas sentis lésés vraiment. Je pense que ça peut être des deux côtés. Ça peut être Oui, un comme les côté- Sénégalais aussi peuvent Voilà. être revanchards. Exactement. Pour moi, cette question-là est déjà... Ça, c'est encore autre chose, ça. Ça, c'est autre chose. Pour moi, on met tout ça sur le côté. Pour nous, il est ici Mais essentiel. Et je vais finir depuis, je vais laisser la place, je ne vais pas monopoliser, parce que je suis monté en puissance. Ah, le diesel, il a changé. mais ça, c'est toi qui le dis. Mais on va demander à nos téléspectateurs de commenter. Est-ce que, justement, Armand est monté en puissance au fil de cette émission? Voilà. Vas-y. Non, ce que je voulais dire, il faut, parce que c'est important. Moi, je l'ai bien précisé. Moi, j'ai simplement dit, je n'ai pas dit que ça donne la garantie au Maroc d'aller loin avec un entraîneur issu de l'intérieur. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'on est dans une stabilité.
une continuité. C'est le mot que j'ai sorti. Ok, il n'y a pas meilleur aujourd'hui à la place Regragui que ce soit cet entraîneur issu de l'intérieur qui est bon. Il n'est pas, c'est pas un jeune entraîneur qui commence là. Il a fait ses classes. En passant même par les U20, Oui. où il a gagné une compétition. Non Oui, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est pas rien. Donc, ce que je veux dire, c'est que le Maroc, puisqu'on se dit quelles sont les meilleures nations, est-ce que le Maroc est capable de refaire ce qu'elle a refait? Je ne dis pas que le Maroc est capable de refaire. On n'est pas sûr que le Maroc ira en demi-finale. On n'est pas sûr que le Sénégal ira. Mais quelle est l'équipe africaine qui va peut-être faire mieux? Déjà, qui va mieux représenter l'Afrique. Et si les deux équipes arrivent en demi-finale? Mais c'est fantastique. Oh là là, ce serait extraordinaire. Ah oui, ce serait incroyable. Nous, on le souhaite. Mais on peut rêver. On le souhaite. Stéphane Saurin de force et faiblesses justement de ces deux sélections africaines. Alors, pour le Sénégal, moi, ce que je note, c'est une profondeur de banc avec plusieurs profils de jeu différents, que ce soit en défense ou en attaque. On a quand même une équipe qui est solide, qui a des remplaçants qui peuvent garder le même niveau général sur le terrain lorsqu'ils entrent sur le terrain. Et ça, c'est très important sur une Coupe du Monde, concernant le Sénégal. Du côté des faiblesses, là aussi, pour moi, c'est même une faiblesse inhérente aux deux équipes, c'est le niveau physique une fois arrivé en phase éliminatoire. Parce que là, on a intégré les 16e de finale. Il y a 4 matchs, hein, c'est ça. Bah, c'est valable pour toutes les équipes. C'est valable pour toutes les équipes. Est-ce que le Maroc ou le Sénégal, ou le Maroc même et le Sénégal, seraient en capacité de tenir 4 matchs de suite, élimination directe, de haut niveau? Mais pourquoi Mais de toute façon, les amis, moi je suis pas d'accord avec cet argument, parce que de toute façon, il y aura un vainqueur final. Oui, et bien qui sûr. aura bravé toutes ces rencontres-là pour arriver en demi-finale jusqu'en finale. Bah, justement, Donc je veux c'est dire pour ça. que partant de ce fait-là, toutes les équipes sont logées à la même enseigne. C'est pour ça que je veux quand même aller plus loin sur ce raisonnement, notamment quand, Armand, tu parlais de continuité, de stabilité. Ce sont deux termes qui sont intéressants, notamment pour le Maroc et à un second plan, le Sénégal. Pourquoi? Parce que le Maroc, pour beaucoup de monde à l'extérieur du continent, on a considéré que c'était un exploit. Or, aujourd'hui, le Maroc et le Sénégal se savent attendus. Et le but à long terme, c'est que le Maroc fasse partie des meilleures nations du monde, oui. pas seulement sur le continent. Effectivement. Et là, pour le coup, le fait de faire 8e de finale plusieurs fois, quart de finale plusieurs fois au mondial, ça ajoute encore plus de crédibilité pour le Maroc, mais aussi pour le football africain à long terme. Mais il faut dire aussi que le Sénégal a déjà atteint les quarts de finale. Hein. Oui, bien sûr, en 2002. Mais il y a longtemps. Mais c'était il y a longtemps. 2002, C'est pour ça que j'ai mis Même il y a dans un longtemps, second temps. c'est quand même bien en termes de culture de la gagne. Tout à fait. C'est très important. Tout à fait. Si vous permettez, parce que là, je sens que je suis chaud. Ouais. Vas-y. Ce que je voulais dire, c'est. Il ne faut pas. Quand on parle d'arguments, c'est-à-dire que. Pour aller un peu dans son sens, c'est-à-dire que la capacité d'une équipe à être une grande équipe, c'est justement ces moments-là. La continuité à ce niveau-là. Ce qu'on appelle élever le niveau de jeu. Ouais, la transcendance. Voilà. C'est-à-dire quand on parle de Paris Saint-Germain, les gens. Regardez, il y a mon collègue, sur ce point, on est d'accord, que ce que fait Paris ces dernières années a mis tout le monde d'accord. A obligé les Marseillais à être d'accord avec Paris Saint-Germain. C'est de ça qu'on parle. C'est la régularité à un certain niveau, avec une implémentation de jeu à un très haut niveau. On parle de cela. Ça veut dire que, est-ce que le Maroc, aujourd'hui, est capable de réitérer son exploit? Oui ou non? C'est ce qu'on va voir. Mais c'est le terrain qui parle. Là, aujourd'hui, on donne des argumentations, mais la réalité, c'est le terrain. Donc, après, ce que je veux dire, c'est que moi, quand je parlais de structuration, c'est-à-dire que... C'est l'organisation générale. C'est l'organisation. Ça veut dire est-ce qu'elle est prête quand on regarde, nous, en Afrique, quelles sont les équipes qui sont les mieux organisées, structurées pour justement faire ce type de rendement à ce niveau-là? Et il n'y en a pas beaucoup. Et aujourd'hui, on voit, nous, entre nous, on est entre nous là. On sait qu'en Afrique, les deux meilleures structures, de manière régulière et en termes d'organisation, de structuration et même de terrain, du vécu et de manière factuelle sur le terrain, c'est le Sénégal, c'est le Maroc. Justement, les amis, on parle beaucoup du Sénégal, du Maroc.
Mais on a quand même 8 autres sélections africaines qui arrivent derrière. Mon cher Romain, si tu peux nous projeter, s'il te plaît, l'infographie justement qui recense les différentes sélections africaines qui seront donc engagées lors de ce mondial 2026, donc du côté des États-Unis notamment. Est-ce qu'on ne passe pas, les amis, finalement, à force de parler du Sénégal et du Maroc, on ne passe pas à côté de certaines nations qui pourraient éventuellement aussi créer la surprise? Oui, moi je pense. Désiré, Oui, moi je pense, parce que par exemple, vous avez la Côte d'Ivoire qui travaille très bien aussi de son côté. J'avais fait un cash chrono à l'époque sur les coachs, enfin les anciens joueurs internationaux ivoiriens qui sont maintenant dans des professions de coach ou d'adjoint, comme Yaya Touré, il y avait Guy Demel, etc. Kolo Touré. Kolo Touré, voilà, oui. Kolo Touré. Et je trouve que la Côte d'Ivoire travaille bien. Alors déjà, ils ont gagné la précédente CAN à domicile. Et puis on a vu aussi qu'ils ont recruté là, enfin qu'ils ont intégré dans l'équipe des binationaux, comme par exemple tout dernièrement Eli Wahi. Ouais. Donc c'est intéressant. Et il y a aussi Kader Meïté qui a été transféré à Al Hilal, qui était à Rennes. L'ancien joueur. Comment? L'ancien d'Angers. Oui. Il était à Rennes, Kader Meïté. Ah non, Kader Meïté. Oui, j'ai dit Kader Meïté, voilà. Il a été transféré, c'est hivernal à Hilal, voilà, l'ex-Rennais. Et donc, il y a de la jeunesse, il y a de la profondeur. On l'a dit aussi lors de la phase de qualification pour la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire avait l'une des meilleures défenses, si ce n'était la meilleure défense, parce qu'ils étaient restés sur une longue série sans encaisser de but. Donc, je pense que pour moi, la Côte d'Ivoire a des bases solides. Et Emers Faé l'a déclaré en interview. Leur objectif, c'est l'écart. Donc, ils sont ambitieux. Donc aussi, il faudrait avoir un œil dessus parce que je pense qu'en dehors du Maroc et du Sénégal, la Côte d'Ivoire peut être la troisième équipe qui peut surprendre. Mais quid de l'Algérie, tiens, les amis? Justement, Stéphane. C'était l'Algérie que je voulais noter aussi. J'ai senti ça, je t'ai senti. Oui, en fait, c'était soit l'Algérie, soit la Côte d'Ivoire. Parce que, effectivement, Désiré, tu as bien rappelé le développement structurel de la Côte d'Ivoire qui est en train de porter ses fruits, allié aussi à la présence de nombreux joueurs binationaux qui ont vraiment le niveau international. L'Algérie aussi entre dans ce parallèle. Par exemple, on va parler de la jeune pépite, Ibrahim Maza, qui lui peut être considéré à court terme comme étant un futur leader de la sélection algérienne pour mener l'Algérie le plus loin possible. Alors, peut-être pas pour cette Coupe du Monde parce qu'il est quand même jeune, mais on parle d'une sélection qui est en plein renouvellement avec des jeunes qui ont participé à la CAN. Et je me dis qu'il y a quelque chose à faire avec toute cette impertinence de la jeunesse du côté du football algérien. Eux aussi, ils ne sont pas à négliger, même s'ils n'ont fait... On va rappeler le fait qu'ils n'ont fait que 8e de finale à la CAN. Mais même malgré ça, je trouve que c'est un bon début pour voir... Quart de finale. Perdu face au Nigeria. Mais malgré ça, je me dis, ils ont fait quart de finale. Il y a une base pour faire quelque chose de bon, de bien pour cette Coupe du Monde. Eux aussi ne sont pas à négliger sur le plan structurel. Stéphane, Stéphane a parlé de l'Algérie, Désiré a parlé de la Côte d'Ivoire. En outsider, toi tu vois qui? Les amis, s'il vous plaît, on vous entend. Justement, comme tout le monde, je pensais à ces deux équipes, et c'est vrai que j'avais envie de parler aussi de l'Algérie, qui en plus, l'Algérie a un entraîneur controversé mais très expérimenté, quoi. Petkovic. Ouais, qui est assez controversé mais qui est très expérimenté. Hein. On l'aime, on le déteste. Et effectivement, il y a beaucoup de jeunes, un amalgame. Alors après, il va falloir voir comment ça va se passer, comment ça va se mettre en place. On parle par exemple d'un Ryan Mahrez qui, pour beaucoup, quoi, pour certains en tout cas, aurait dû peut-être prendre sa retraite avant la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a meilleur que lui? C'est à savoir justement, est-ce que ça nuit à l'épanouissement? On en parlait avant l'émission, je disais avant l'émission, on en parlait ensemble que par exemple à l'Euro 96, Aimé Jacquet n'avait pas sélectionné Ginola pour laisser de la place à Zidane. Donc là, on peut faire le parallèle avec des pépites montantes du football algérien. Il dit pour Maza, c'est un peu tôt. Il y a Kebal aussi. Hein. Kebal, mais Kebal, il l'ignore complètement. Et c'est dommage. Complètement ignoré. 0 seconde de jeu à la CAN. Ouais. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, peut-être, effectivement, ça peut se jouer là-dessus. Mais sinon, c'est vrai que c'est des sélections qui, par contre, elles sont sur la continuité. Bon, un peu le Sénégal aussi. C'est pour ça que moi, le Maroc, je mettrais vraiment un bémol sur le Maroc pour cette Coupe du Monde. Armand, oui, j'ai entendu 2 fois l'Algérie, 1 fois la Côte d'Ivoire au niveau des outsiders. Les outsiders... Et toi, tu penses à qui, là? Moi, je pense que la RD Congo, qui a éliminé on va le Cameroun... profiter pour saluer Distel. Distel, mon très cher Distel.
je suis en train de vous faire les atalakou là. Donc la RDC Congo qui a éliminé le Cameroun, ensuite le Nigeria, je pense que c'est une équipe qui peut faire vraiment une véritable surprise. Même si je sais que les équipes beaucoup plus stables, qui ont une histoire dans cette compétition, restent l'Algérie et l'Égypte. Parce qu'on ne parle pas. C'est vrai que l'Égypte aussi un peu ces dernières années un peu dans le problème aussi, c'est que l'Égypte n'a jamais vraiment performé en Coupe du Monde. Exactement. Mais après, nous, même quand l'Égypte était au sommet. Oui, mais nous on parle. Aujourd'hui, il faut. Parce que tout à l'heure, il parlait de l'Algérie avec des jeunes. Moi, je ne vais pas citer les joueurs parce qu'aujourd'hui, pour faire un parcours, ce n'est pas simplement les jeunes, c'est la structure, c'est l'organisation, c'est la capacité à être présent à ce niveau et enchaîner les matchs. Oui, mais il y a quelque chose quand même qu'il faut noter. Si tu parles de structure à ce point-là, moi, je peux sortir du continent et te dire l'Angleterre fait partie des meilleures structures mondiales. Et pourtant, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas performé à la Coupe du Monde. Mais on est sur le plan aussi. africain parce que sinon, on ne peut pas faire ces comparatifs parallèles. Justement, je parle vraiment de structure. La structure ne fait pas forcément le parcours d'un club en Coupe du Monde. Oui, on est d'accord d'une manière générale. C'est-à-dire que c'est la base. Je vais aller un peu plus loin. Mais lui, c'est un ancien joueur. Je vais aller plus loin parce que il se dit qu'il faut donner les moyens aux équipes pour qu'elles puissent performer. Parce qu'il a souffert. Parce qu'il a beaucoup souffert. Non, je vais prendre une référence, vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Je vais prendre une référence. Regardez le Cameroun en 90, première quart de finale, Coupe du Monde 90. Ça, c'était le Hemley. Le Hemley, c'est un truc camerounais qui permet de se transcender sur le terrain. Ce n'est pas forcément l'organisation. Si cette équipe était organisée, elle allait plus au-delà des quarts de finale. Regardez le scénario du match, les buts qu'ils prennent, les phases où ils sont complètement en roue libre au lieu qu'il faut fermer. Quand moi je parle de structuration, c'est un ensemble de choses, d'éléments qui permettent aux équipes de performer à un très haut niveau. Ce n'est pas simplement construire des stades. C'est une question sur le plan organisation, le plan gestion humain, d'un ensemble de choses qu'on anticipe et qu'on fait et qu'on fasse en sorte que l'équipe soit concentrée sur son sujet et soit capable d'aligner une performance de haut niveau en enchaînant. C'est ça qu'il s'agit. Ouais. Pour toi, il ne s'agit pas d'additionner des talents. Non, il s'agit parce qu'il me parle du jeune, oui, il n'a pas l'expérience, il n'a jamais joué à ce niveau. Je ne parlerai pas d'un jeune qui sort de là, qui se monte cette année en première division avec le Paris FC. Donc toi, tu as parlé de la RDC. Hein. Tu vois, moi je parle dans le collectivement. J'ai 2 fois l'Algérie, une fois la RDC, une fois la Côte d'Ivoire. Pour les outsiders. Pour moi, la RDC, il a déjà parlé de la Côte d'Ivoire, je ne peux pas parler de la Côte d'Ivoire. La RDC peut vraiment surprendre parce que sur le contenu de ce qu'on a vu, on voit avec ce qu'a fait la RDC, c'est solide, mais ça ne marque pas. Hein. Oui, ça marque pas de problème. À un moment donné, pour gagner des matchs, il faut marquer des buts quand même. Exactement. Oui, il faut marquer. On est d'accord. Ça va dépendre beaucoup aussi du tirage au sort. Là, moi, je ne l'ai pas en tête exactement, mais effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il y a déjà 4 matchs à élimination directe. C'est sûr que si, imagine, tu as une équipe comme le Sénégal qui termine 3e de son groupe. Et RDC dans le groupe du Portugal. Et qui se tape, par exemple, l'Argentine. Ça peut se jouer. Ça peut faire l'Argentine en 16e de finale, c'est bon, on n'en parle plus. Hein, donc, mais la RDC peut passer quand même. RDC, Portugal, Ouzbékistan, Colombie. Ouais, Ouzbékistan, je ne... Le meilleur 3e est qualifié. Oui, ça peut passer. Le meilleur 3e. Le meilleur 3e et en regardant le dernier match de la Colombie face à la France, même si c'était un match amical, la Colombie n'a pas montré des choses. Il fait partie du Attends, ça, j'ai pas même chose. Même s'il y a l'infernal Luis Diaz. Personne n'a parlé du Ghana. Ah, ils sont qualifiés. Oui. Tellement ils nous ont rien montré. Moi, je dis ça, c'est un peu de l'ironie. Et la surprise capverdienne aussi. Non. Non. Ils ne sont pas capables de... Sur le plan continental, oui. Ils ont... Voilà, mais ce sera après, la belle histoire du mondial. Un peu comme le Curaçao. Mais les Sud-Africains, les amis. Ils ont disparu du radar africain depuis un moment. Bon, ok. Pour moi, on n'a pas de certitude. Ça dit pour moi, j'ai pas assez de certitude. Dernière question sur ces débats, les amis. Hein. Quelle nation africaine, là je veux carrément des réponses assez directes. Quelle nation africaine finalement vous voyez en demi-finale? Stéphane, sec. Aucune. Désiré 2. Stéphane 2. Si j'en vois une, ce serait l'Algérie, mais sinon aucune. Moi, j'en verrai aucune. Aucune. Ouais. Ah, mais vous êtes méchants, on est d'Afro-Foot, les amis. Non, moi, j'en verrai aucune, mais. Désiré, allez, vas-y. Moi, Sénégal. Non, attends, j'ai pas terminé. Sénégal et Maroc.
Pour moi, les deux peuvent aller jusqu'au bout. Ce sont les deux meilleures nations, on en a parlé. Et pour moi, Sénégal-Maroc, je les vois toutes les deux aller. Et d'ailleurs, ça serait très très beau, une demi-finale Sénégal-Maroc. Comme ça, on aurait une équipe africaine assurée d'aller en finale. Donc pour toi, Sénégal, voilà, Sénégal et Maroc. la logique respectée, quoi. Exactement. Armand. Oui. Pour faire plaisir aux Africains. Oh, on a dit qu'on sait. Attends, on a des connaisseurs qui nous regardent là. Tu fais Non, pas mais il y plaisir a à des connaisseurs, mais ce que je veux dire... Dis ce que tu penses Ce vraiment. que je pense vraiment. Oui. Je ne veux pas dire qu'aucune équipe, parce que c'est le football, tout est possible au football. C'est possible. Moi, je pense simplement, je souhaite aux deux meilleures équipes africaines qui peuvent, les plus représentatives, d'aller le plus loin possible. C'est ce Donc, que je pourrais donc dire. tu parles du Sénégal et du Maroc. Oui, mais qu'ils aillent le si plus on loin. s'arrête sur les résultats... Je ne dis pas, évidemment, excuse-moi, Malik, je ne dis pas qu'ils vont atteindre les demi-finales. J'ai jamais dit là-dedans qu'il a dit. Moi, je ne veux pas affirmer cela. Mais c'est Je la dis- question, justement. Faut te Oui. mouiller un peu. Non, la Tu question, n'as rien c'est à perdre, là. que les Mouille-toi. deux équipes sont les mieux préparées aujourd'hui pour aller le plus loin possible. D'accord, donc Maroc-Sénégal pour toi. Voilà. On enregistre tout ça, mon cher Romain. On garde bien cette vidéo et puis on en reparlera. Sans que ça va pas au le soir faire. au soir de quand on l'a mi-juillet, c'est ça, non C'est ça, c'est 19. Le 19, Alors, la demi-finale sera... hein, on en parlera hein, autour du 15 La finale, juillet c'est par là. 19. Donc c'est 3-4 jours avant, 3-4 jours n'est-ce avant, pas, la c'est ça. demi-finale. On arrive dans quelques instants, les amis, cette fois-ci avec le cash chrono. Maroc-France, bataille lancée pour Ayoub Boadi, scandale aux Pays-Bas, des joueurs piégés par leur passeport. Qui mérite le sacre? Donc c'est le prix Marc-Vivien Fouet de la Ligue 1 des joueurs africains donc évoluant en Ligue 1. Et puis Ismaïla Sarr, la saison qui change tout. Ça arrive tout de suite et maintenant, ça se passe dans le cash chrono. Le cash chrono, cher ami, on va commencer avec toi, mon cher Stéphane. 1, Maroc-France. Bataille lancée pour Ayoub Boadi. Oui, mais je voulais mettre l'accent sur ce joueur, hein, quoi, le zoom sur ce joueur très talentueux, parce que comme je le disais tout à l'heure en début d'émission, en décembre 2024 déjà, le président de la Fédération royale marocaine annonçait à tout le monde, ça y est, on a son accord, il va rejoindre le Maroc. Il n'est pas venu. Après, en mars 2025, il a redit exactement la même chose. Lui, de son côté, Ayoub Boadi a dit, laissé entendre à l'automne dernier qu'il donnerait sa réponse après la CAN. Au mois de mars, le président de la fédération est venu à Lille le rencontrer. Et a dit avant aussi ça y est, on s'est mis d'accord, il va venir, et tout ça. Et il n'y a rien qui se passe. Donc c'est surtout un feuilleton qui est très long. Lui, Ayoub Boadi, qui est effectivement réputé pour être un jeune joueur, à 19 ans, qui a la tête bien sur les épaules, une sorte de petit génie. Albaca, je rappelle, Albaca, 16 ans, scientifique avec mention très bien, gagné les concours d'éloquence. Il a dit qu'il voulait prendre son temps, qu'il voulait surtout pas se précipiter. Alors en coulisses, on dit aussi que Lille, qui veut le vendre cet été, laisse planer. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre ce genre de rumeurs, parce qu'ils ont intérêt pour le vendre cher, qu'il soit plutôt éligible en équipe de France qu'en équipe du Maroc. Donc Ça a été avéré avant, par le passé, avec Nabil Fekir, quand il hésitait entre l'Algérie et l'équipe de France. Jean-Michel Aulas et le président à l'époque de la Fédération française de football étaient venus le voir pour justement lui donner une de ces raisons-là, pour qu'il puisse choisir l'équipe de France. Je ne dis pas que je ne crois pas que la rumeur elle est réelle, mais je ne vois pas personnellement l'intérêt que Boadi, qui est suivi par le Paris Saint-Germain ou aussi, je crois, par notamment le Bayern Munich, va coûter plus cher si jamais, ou moins cher si jamais il dit je choisis le Maroc. Si, les joueurs justement non africains sont mieux vendus que les joueurs africains. On le sait, on en a parlé avec Lookman par exemple, à quel prix il a été recruté par l'Atlético Madrid. Donc là, c'est carrément un fait raciste, quoi. C'est-à-dire que être à dire, je dis pas qu'il dit que c'est plutôt une valeur marchande. Pourquoi forcément du racisme? Non, voilà, moi j'ai pas parlé de racisme, mais par contre. Non, c'est moi. Je voilà, pose la question. mais les joueurs justement, Pas, mais je pose la les question, joueurs européens et sud-américains, c'est bien connu, sont mieux vendus que les joueurs africains. Ça, c'est un fait. Mais ça, Donc, alors, j'ai envie de dire, c'est historique. Hein. Voilà. Oui, moi j'ai du mal à croire que... Même si l'écart se réduit année après année. Voilà. Maintenant, bon, en tout cas, il y a ça qui est en rumeur, donc fondé ou infondé, et qu'on n'y trouve pas une justification. Mais en tout cas, effectivement, c'est un feuilleton qui dure. Ce qui n'était pas le cas pour... C'est quoi ton pronostic? Mon pronostic, moi, c'est qu'il va prendre plutôt la... J'aurais tendance à dire qu'il prendrait plutôt le choix de jouer en équipe de France, parce que je sais que le Maroc
envisage clairement de le prendre envisager de le prendre pour la Coupe du Monde. Donc je pense que s'il avait choisi le Maroc, peut-être qu'il aurait choisi plus tôt pour disputer la Coupe du Monde. Mais franchement, parce que si on regarde bien, visiblement, visiblement sachant que Didier Deschamps travaille quand même dans une certaine continuité, une certaine stabilité, il n'a jamais été appelé. Enfin, je ne sais pas s'il a été convoqué, mais en tout cas, il n'a jamais été appelé officiellement par l'équipe de France, encore moins par l'équipe du Maroc. Donc, moi, je peux partir du principe que si il n'est pas sélectionné pour le mondial qui arrive, ni avec le Maroc, ni avec la France, il partirait donc pour le prochain Euro, potentiellement, voire pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on va dire, dans 2 ans, il a quel âge, Boadi ? Il va sur ses 19 ans. Au mois d'octobre, il aura 19 ans. 19 ans, il est très jeune. Alors, moi j'aimerais interpréter cela. Donc, il a peut-être raison de vouloir prendre son temps. Oui. Hein, mais plus que jamais. Mais moi, je pense qu'il a raison. Mais est-ce qu'il n'est pas en train aussi, peut-être, parce que le football va très très vite, qui nous dit, après on lui souhaite d'aller le plus loin possible, mais qui nous dit qu'il aura la forme qu'il a aujourd'hui, dans 4 ans, dans 5 ans, le football est assez particulier. Mais qui a la boule de cristal ? Personne. Ça va tellement vite, voilà. effectivement. On voit de plus en plus de jeunes joueurs éclore. Peut-être qu'il y aura d'autres joueurs qui vont arriver. De toute façon, le risque, il est où le risque qu'il prend ? Moi, de ce que j'ai entendu... Le risque qu'il prend, c'est qu'il pourrait éventuellement jouer dans une des 2 équipes et potentiellement jouer au moins une Coupe du Monde. Il ne prend aucun risque. Pour moi, je suis d'accord qu'il prend aucun risque. Pour vous, il faut qu'il attende. À notre niveau, mais largement. Pas forcément pour moi. Aujourd'hui, il a, d'après les spécialistes, que je me suis aussi un petit peu renseigné, de mon avis, de ce que je connais, mais il n'y a pas que mon avis qui compte, il n'a aucune chance d'être titulaire dans aucune des sélections, que ce soit le Maroc ou la France. C'est ce que moi, je l'ai vu jouer, il a un volume. Hein. Moi aussi, je vois. Les gars, c'est pas tu rappelais tout à l'heure mon... Quand ils disent jamais, c'est eux, c'est qui ? On va avancer, les amis, et on va avancer rapidement. Je te laisse ponctuer sur le sujet. Quand tu parles de l'attachement, bien sûr, de joueurs, c'est un joueur qui est énormissime, mais avec le joueur de Rome, là, l'ancien Lensois, là, et puis on dit que les places sont serres. Donc, choisir une sélection un peu à la va-vite pour mais pourquoi la va-vite ? Moi, je ne sais plus qui disait ça. Je crois que c'est Mbappé qui disait ça. Je pense que c'est un choix qu'on doit faire très très jeune. Lui, c'est exactement. Non, mais il faut avoir un plan. Il faut avoir, excusez-moi, moi je pense quand on est jeune comme ça... C'est pas plutôt le choix du cœur ? Non, moi j'ai un plan, c'est pas ce que je veux dire. Il faut avoir un plan pour sa carrière, il faut avoir un plan de carrière. Et puis lui, c'est le choix de la raison. Il dit, je veux pas me... Il n'y a pas une question de raison. Non, mais rapidement, j'interprète pour l'instant son hésitation, que au fond de lui-même, il a envie de jouer pour l'équipe de France. Par contre, il sait que pour cette Coupe du Monde, ça va être compliqué avec Didier Deschamps. Mais comme on l'annonce, on ne sait pas si ce sera officiel, ça sera Zidane qui va prendre la succession. Il y aura plus d'ouverture. Je pense qu'un nouvel sélectionneur parce que pour moi, on le sait tous. S'il avait choisi le Maroc, il s'était positionné dès le départ, ça y est, il peut déjà préparer ses bagages pour aller en Coupe du Monde. Donc pour moi, il veut jouer pour l'équipe de France, tout simplement, mais il ne veut pas encore se prononcer officiellement pour pas se fermer de part. Parce que vous l'avez vu dernièrement, là, Yacine Adli a fait un revirement alors qu'il avait fermement dit avant, Algérien, franco-algérien, il avait dit qu'il jouerait que pour l'équipe de France. Et là, il y a 2-3 jours, il a annoncé finalement qu'il serait ouvert à aller justement avec la sélection algérienne. Donc voilà. Donc ça encore, c'est une affaire à suivre. Exactement. Merci Stéphane pour ce cache chrono. Scandale aux Pays-Bas, des joueurs piégés par leur passeport. Alors, en effet, il faut aller du côté des Pays-Bas, puisque des matchs pourraient être totalement remis en question à cause de passeports. Le football néerlandais, en fait, se retrouve touché par une énorme affaire surnommée Passport Gate. Des joueurs ont joué sur les matchs de l'Eredivisie alors qu'ils n'étaient potentiellement plus autorisés à être considérés comme joueurs européens et donc intégrables dans les quotas des clubs. D'après nos confrères belges de wallfoot.be, des joueurs néerlandais ont choisi de représenter d'autres sélections comme l'Indonésie, le Suriname ou même le Maroc. Or, cette action décisive dans une carrière de footballeur, comme on vient de l'aborder avec Ayoub Boadi précédemment, cette décision aux Pays-Bas aurait entraîné en réalité la perte de leur nationalité néerlandaise, selon la loi du pays. La conséquence est directe sur le plan sportif. Certains clubs ont aligné donc des joueurs sans permis de travail valide pour leurs matchs de championnat. Des clubs réclament des sanctions, des retraits de points et même des matchs à rejouer. Plus de 25 joueurs seraient concernés et jusqu'à 130 matchs pourraient être impactés. Le plus gros dossier concerne le NAC Breda, qui a officiellement contesté sa défaite 6-0 contre les Go Ahead Eagles, avec la présence de Dean James sur la feuille de match, puisqu'il est né aux Pays-Bas, mais représente désormais l'Indonésie. Et il faut savoir qu'en Hollande, il est strictement interdit d'obtenir volontairement une autre nationalité aux Pays-Bas, sauf
dans certains cas très précis, prévus par la loi, comme un mariage ou une naissance. Certains joueurs pensaient donc faire simplement un changement de nationalité sportive pour jouer avec une autre sélection, alors qu'en réalité, administrativement, ils ont carrément changé de nationalité sans le savoir et donc se retrouvent dans l'illégalité. Du coup, j'ai une question à poser. Est-ce que le débat de la binationalité est-il une fois de plus fragilisé ? Si je peux répondre rapidement, Ouais. parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ouais. Moi, je pense que quand tu arrives dans un pays, n'importe lequel, il faut prendre en considération les lois de ce pays-là. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, un footballeur, il est entouré d'une armada de spécialistes autour de lui, que ce soit lui-même à titre personnel ou même au niveau du club, voire même au niveau des sélections. C'est à ces personnes-là, tu parlais d'organisation, beaucoup d'organisations, mon cher Armand, tout à l'heure, mais je pense que ça fait partie aussi des organisations qu'on doit avoir autour des joueurs de football aujourd'hui, de sorte à ce qu'ils puissent être focalisés sur leur métier qui est de jouer au football. Mon cher Désiré, je reviens à toi dans quelques instants. Alors, Oui. je veux juste rajouter par rapport à ce qu'il a dit, Oui. c'est que si le NAC obtient gain de cause, l'Ajax, Feyenoord, Donc le Telstar, NAC, c'est Breda. Hein. NAC Breda, voilà, C'est le club en obtient, question voilà, qui est en passe d'aller en deuxième division. Exactement. Donc, Et qui a perdu 6-0 et qui a fait réclamation contre les Go Ahead Eagles. Eh bien, l'Ajax, Feyenoord, Telstar, Volendam et Heracles, bref, d'autres clubs néerlandais vont aussi porter plainte et ils vont se rajouter donc du coup au dossier. Donc, affaire à suivre sur le dénouement de cette affaire. C'est un vrai fouillis. Hein. Exactement. C'est un vrai bah, fouillis. Il l'a dit, hein, ouais. près de 133 matchs à rejouer, peut-être. Non, mais c'est pas possible Ah, ça. bah oui. Ismaïla Assar, la saison qui change tout pour les Sénégalais. Oui, alors Ismaïla Assar, il faut savoir qu'aujourd'hui il a 28 ans, donc il est dans la force de l'âge. On le dit toujours qu'un sportif de haut niveau n'est jamais aussi meilleur que quand il a entre 27 et 28 ans. Aujourd'hui, il est à Crystal Palace. Il a connu un passage éclair à l'OM sans grand succès. C'est pour ça qu'il est retourné du côté de la Première Ligue. Il était raillé même à l'image d'un Dembélé comme étant maladroit devant les buts. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que l'autre va sur ses 29 ans et est de plus en plus efficace. Et que aussi Ismaïla Assar est l'un des meilleurs buteurs de son équipe. Quand je vous donne ses stats, tout simplement, c'est-à-dire qu'en 39 matchs cette saison, c'est 18 buts. Donc c'est vraiment intéressant, c'est presque un but tous les deux matchs. Voilà. Bon ratio. Et là, tout dernier, Sachant qu'il joue sur le côté. Hein. sur le côté, mais il peut jouer aussi en second attaquant, mais à la base c'est un ailier droit parce qu'il est gaucher. Il faut savoir que ce jeudi, Crystal Palace a affronté en Conference League le Shakhtar Donetsk, alors sur un terrain neutre parce que vous connaissez le contexte ukrainien, donc le match s'était déroulé en Pologne, et Crystal Palace a gagné 3-1, ouverture au score de Ismaïla Assar. Alors pour information, il a marqué le but dès la 27e seconde de jeu. C'est le but le plus rapide de l'histoire de la Conference League. Même s'il faut préciser que c'est une histoire récente puisque la Conference League existe depuis seulement 5 éditions. Voilà. Aussi, il faut savoir c'est que Ismaïla Assar, non seulement il marque, mais il marque des buts importants. Ça a commencé déjà en début de saison en Community Shield, qui est l'équivalent du Trophée des Champions, donc le vainqueur du championnat face au vainqueur de la Coupe. Eh bien, il a égalisé contre Liverpool. Et ils ont remporté le Community Shield au tir au but, donc face à Liverpool. Et précédemment aussi, ils avaient gagné la Coupe d'Angleterre, c'est pour ça qu'ils ont pu disputer le Community Shield face à City. Donc, et là aussi, il avait marqué. Donc tout simplement, Ismaïla Assar, il réalise au bilan comptable sa meilleure saison, mais aussi sur le terrain, il est très influent, à tel point que ce week-end, malheureusement son équipe a perdu 3-0 face à Bournemouth en Première Ligue, mais il faut savoir qu'aussi l'entraîneur a fait tourner l'effectif, parce que quand vous jouez le jeudi pour après rejouer le week-end, c'est compliqué et a forcément en ligne de mire la finale de la Conference League, parce que le vainqueur est qualifié d'office pour la Ligue Europa. Voilà. Donc il est rentré à la 46e minute de jeu et c'est un élément aujourd'hui indispensable et je pense qu'il peut mener au bout son équipe jusqu'à la victoire finale. Je l'espère, une finale contre Strasbourg, ce serait beau, ce serait exceptionnel. Et aussi, je l'espère qu'il va dans la continuité, parce que par contre, là où je mets un petit bémol, c'est que moi, je l'attends plus en sélection. Parce que souvent, on disait, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était en équipe de jeunes aussi, il est arrivé en France, il était à Metz, après il est parti à Rennes, il a même remporté la Coupe de France en 2019 face au Paris Saint-Germain avec Ben Arfa en 2019. Et on parlait de lui comme un futur crack, et qu'on parlait même à un moment donné, peut-être plus de lui que de Sadio Mané. Mais finalement, Sadio Mané, on a vu que ce n'était pas du tout le même niveau. Et on attend qu'il prenne en main et la relève de la sélection
à 28 ans et j'espère qu'il va performer en Coupe du Monde. Mais en tout cas, je me souviens qu'en plus il a joué la Coupe du Monde 2018 de mémoire, je ne sais plus exactement. Gary Lineker même avait fait pas mal d'éloges à son endroit à l'époque. Hein. Exactement, il a eu quand quand il même jouait une évolution à Rennes Oui. à l'époque. Alors, merci mon cher Désiré. On va parler cette fois-ci, les amis, du prix Marc-Vivien Fouet. Qui mérite donc le sacre, hein? On le rappelle, le prix Marc-Vivien Fouet. Il s'agit de quoi exactement, mon cher Stéphane II? Alors, le prix Marc-Vivien Fouet, c'est un prix qui est attribué aux meilleurs joueurs de foot africains évoluant dans le championnat de France, selon un jury de journalistes spécialisés. C'est un prix qui est décerné par nos confrères de RFI, Radio France Internationale, depuis 2009. Pour rappel, vite fait, Marc-Vivien Fouet, ex-international camerounais, passé notamment par le Racing Club de Lens et l'Olympique Lyonnais, tragiquement décédé des suites d'une crise cardiaque sur le terrain en 2003. Donc pour revenir sur ce prix, en 2025, c'était Achraf Hakimi, le latéral parisien, qui avait reçu cette distinction devant l'Ivoirien Evan Guessant, qui évoluait à Nice la saison passée, et le Sénégalais Habib Diarra, qui jouait à ce moment-là à Strasbourg. Le 5 mai 2026, donc demain pour ceux qui nous regardent à ce moment précis, le trio final sera sélectionné parmi 11 joueurs et les joueurs nominés sont particulièrement larges. On peut noter la présence notamment de Pierre-Emerick Aubameyang, de Lamine Camara, Bamba Dieng, Guela Doué, Martial Godot, Ilan Kebal, Hervé Kofi, Arsène Kouassi, Aïssa Mandi, Moussa Niakhaté et Mamadou Sangaré. La part belle est aux joueurs sénégalais avec trois représentants. On a quand même 2 Ivoiriens, 2 Algériens, 2 Burkinabés et un double vainqueur avec Aubameyang en 2013 et 2024. À noter que le choix des jurés se fera en fonction du critère sportif, évidemment, mais aussi en tenant compte du comportement des candidats en dehors du terrain. Du coup, ma question est simple, lequel des joueurs que j'ai cités parmi les 11 mérite de remporter le prix? Allez, Armand, rapidement. C'est Aubameyang. Aubameyang pour toi, parce que tu es international gabonais, tu connais bien Aubameyang personnellement. Désiré, avec la saison de Marseille, on ne peut pas, même s'il a des bons stats. Merci. Moi, On est d'accord. j'ai envie de donner de la prime. J'ai envie de donner la prime à un Lensois. Mamadou Sangaré, redoutable milieu de terrain qui est travailleur, fait une bonne bosseur. saison, Il faut récompenser aussi l'entrejeu. Stéphane, ton choix. Indiscutablement, la même réponse. Sangaré aussi pour toi. Sangaré, qui peut éventuellement être contesté peut-être par Lamine Camara, mais la situation, la saison de Lens étant largement meilleure que celle de Monaco, je mets aussi Sangaré. Et toi-même, Stéphane? Pareil, ils ont tout dit, Désiré et Stéphane. Mamadou Sangaré, il fait une excellente saison à Lens, dans un collectif particulièrement bien huilé, et il arrive à se mettre en avant autant en club qu'en sélection. Et Franchement, Aubameyang, c'est top. Armand ne sera même pas dans les trois finalistes. Oui, normal. Ça, par contre, ça Mais, c'est plus, ça. Armand, Là, il me tacle. Armand, Et Stéphane, il me cherche. il connaît bien Aubameyang. Il connaît Moi, Aubameyang je me dis personnellement. Aubameyang. International Pour moi, gabonais. Tu veux qu'il dise mon favori, c'est Aubameyang. à la limite, je n'aurais pas dû lui poser la question. Merci les amis d'avoir été présents. Moi, je voulais juste rajouter Oui, quelque chose, Désiré, rapidement. petites infos rapidement. Jean Crépin Niamsi, justement, c'est le premier candidat qui s'est officialisé pour justement être président ou à la présidence de la FIFA, et alors que les 54 fédérations soutiennent Gianni Infantino. Et puis il y a l'Ouganda qui accélère les travaux pour maintenir la CAN 2027 chez elle. Et tu penses que ça va se jouer, oui ou non? Ou- En Ouganda, En au Ouganda, Kenya et en Tanzanie? Ça va se jouer aux dates prévues? Oui ou non? Non, pas autant Mais prévu. il a officialisé. Non, pas autant prévu. Mais il a officialisé. Merci là. d'avoir été les autres. Affrontement officiel, la tout ce date, soir, ils c'est l'ont terminé. officialisé, là. On se dit au revoir. Au revoir, À au bientôt. revoir.